aujourd'hui, je voulais un petit peu revenir sur deux points qu'on a abordés un peu rapidement et puis du coup, des choses que j'ai eues en clientèle dans la semaine et je me suis dit, mince, c'est ce que je l'avais dit, est-ce que j'ai bien insisté? Alors, première chose, quand on parle du site internet, tout le temps, j'ai des gens qui me disent, ben moi, je suis bien placée sur ces mots-clés parce que quand je regarde, j'arrive en troisième, j'arrive en quatrième, j'arrive en deuxième. Donc, la première chose que je vous dis et qu'il faut bien que vous ayez intégré, vous ne pouvez pas juger de votre référencement en regardant votre site de votre ordinateur. Parce qu'en fin de compte, Google, c'est un moteur hyper intelligent. Il a mémorisé toutes les recherches que vous avez faites sur votre ordinateur. Et de ce fait, eh ben, il vous propose d'abord votre entreprise. Comme vous allez toujours sur votre site internet régulièrement de votre ordinateur, eh bien, quand vous faites une recherche, moi, si aujourd'hui je tape Agence Web Saint-Marcelin, ben, bien évidemment que c'est Boostacom qui remonte en premier parce que je suis toujours sur mon site. Donc ça, c'est vrai que les clients, ils se fient à ce qu'ils voient sur l'ordinateur et en fin de compte, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit sur l'ordinateur. Il faut bien un outil professionnel qu'on a, donc est même un outil payant, qui va nous donner des rapports de positionnement de référencement, des choses avec des chiffres, et qui nous permettront de vraiment savoir si on est performant ou pas en référencement. Donc ça, c'est la première chose que je vais bien vous répéter, parce que du coup, ben, c'est une erreur que tout le monde commet et que j'entends assez régulièrement. La deuxième chose sur laquelle je voulais venir, c'est un petit peu ces différences de sites, ces différences de besoins que va avoir l'entreprise, ces différences de taille de projet, ces différences de budget. Maintenant, nous, quand on fait un devis, eh ben, on a créé des jolies fiches pédagogiques depuis peu qu'on insère quand on fait nos devis de site. Comme ça, eh ben, ça permet aux clients de comprendre un peu ce qu'on va proposer dans le devis et puis ça relaye notre discours. Donc, chez Boostacom, on a défini 3 catégories de sites qui correspondent à 3 besoins, à 3 tailles, à 3 budgets. Première catégorie, je veux faire un site vitrine pour présenter mon entreprise et mes produits. Globalement, je ne mets pas d'objectif très fort sur mon site pour l'instant sur rapporter de nouveaux clients. Donc, ça veut dire que le référencement, on va le faire sur le nom de l'entreprise. On ne va pas aller chercher des expressions génériques en dehors du nom de l'entreprise. Un exemple concret, quand j'ai fait le site pour l'AOP Picodon, le fromage, quand j'ai fait le site pour l'AOP Chevrotin, eux, ils ne vendent rien. Eux, c'est juste un relais. Ils représentent tous les agriculteurs qui sont à l'AOP. C'est un relais d'information pour le grand public. Le seul référencement dont ils ont besoin, c'est bien sur le mot Picodon, c'est bien sur le mot Chevrotin. Je n'ai pas un travail particulier de référencement à faire. Donc, c'est cette première taille de site. Et effectivement, c'est ce que j'appelle le site vitrine. Le site vitrine, c'est un beau design, c'est des argumentaires, c'est un beau discours et c'est un référencement sur le nom de l'entreprise. Deuxième type de site, où là, eh ben, je franchis un cap supplémentaire, c'est ce que j'appelle, moi, le site vitrine commercial. J'ai décidé que mon site doit être un outil de mon commercial et doit m'apporter du contact. Donc, je vais vouloir un référencement plus précis et plus fort. Et notamment, je vais vouloir un référencement qui est certes sur le nom de mon entreprise. Par exemple, si je prends Sandra, établissement Maignan, c'est le démarrage, c'est le nom de son entreprise. Et derrière Sandra, elle fait quoi? Elle fait des portails en fer forgé sur mesure. Elle fait des pergolas en fer forgé sur mesure. Donc, Sandra, elle va me dire, Cécile, je veux que mon site, il me ramène des gens qui sont en recherche de ces produits-là. Donc, on va devoir faire du référencement sur, par exemple, spécialiste pergola Valence. Là, idéalement, c'est super parce que les gens qui taperaient spécialiste pergola Valence, eh ben, c'est exactement ses clients. Donc là, effectivement, on va devoir faire un travail précis et un travail du coup qui prend un certain nombre d'heures pour définir les bons mots-clés. Qu'est-ce que tapent mes futurs clients sur le net? Comment sont mes concurrents en face de moi? Sur quels mots je peux me placer? Cette fameuse liste de mots-clés que je vous ai montrée sur mes tableaux Excel. Et derrière, effectivement, on va faire du contenu pour qu'on arrive à se placer sur ces mots-clés. Donc ça, c'est le site vitrine commerciale. Et c'est forcé que du coup, vous avez toute une part de travail qui va être spécifique. Vous allez rajouter un certain nombre d'heures et un certain gros volume d'heures selon le nombre de mots qu'on va vouloir travailler.
C'est nos tailles de projet. Et ensuite, vous avez le troisième projet qu'on appelle le site e-commerce. Donc là, effectivement, le site e-commerce, c'est quoi? Ben, c'est encore plus loin. Ben, moi, maintenant, je veux vendre sur Internet. Je veux avoir des produits avec des prix. J'ai décidé de dimensionner une partie de mon activité et de dédier une personne dans mon entreprise pour démarrer du e-commerce. Donc là, on va avoir des projets qui seront sur des techniques différentes, qui vont avoir effectivement un travail de référencement différent. Donc, en général, les sites de e-commerce, c'est toujours plus onéreux que des sites vitrines. On va y intégrer des modules de carte bleue, on va y intégrer effectivement des choses avec de l'email automatique. Voilà, il y aura différentes techniques selon le nombre de produits que je veux vendre, selon l'importance que va avoir ce site. Parce que maintenant, effectivement, le but, c'est que vous ayez des sites de e-commerce qui permettent à, on va dire, un peu des primo-accédants, si j'étais dans l'immobilier, des personnes qui n'ont pas de gros budget, mais qui veulent faire un test, ben, on a ce type de choses-là. Et après, vous avez des CMS techniques qui sont vraiment spéciales e-commerce, qui sont des plus grosses choses et qu'on met en place aussi. Donc ça, c'est ce que je voulais redire sur ces 3 familles de sites et qui expliquent un peu des types de budgets. Quand vous recevez du coup des devis, quand vous faites des demandes chez des prestataires, ben, en fin de compte, vous avez des fois des budgets, des explications qui sont un peu techniques. Et vous, ben, en tant que client, comment vous comprenez les choses? Posez des questions au prestataire et notamment quand il y a du référencement, demandez-lui avec quel outil vous travaillez. Bonjour. Ça peut être un bon exemple pour que derrière, vous puissiez savoir si vous avez effectivement un prestataire ben, qui va tout dérouler dans son site, mais qui ne fait pas forcément toutes les choses, ou effectivement un prestataire qui est vraiment spécialisé dans ce qu'il dit. Donc ça, c'était le petit retour que je voulais faire sur les catégories de sites. Ensuite, effectivement, je voulais qu'on reparle des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on l'a bien dit, leur lien, c'est quoi? Leur rôle, c'est quoi? C'est créer et maintenir un lien. Maintenir un lien avec mes clients existants, créer un lien avec des nouvelles personnes. Dans le mot lien, on n'entend pas le mot achat. Donc, on est bien d'accord qu'aux réseaux sociaux, ce sont des cas très particuliers. On ne leur donne pas un rôle pour acheter. Ce n'est pas un outil commercial, le réseau social. Par contre, chose très importante, certes, l'outil réseaux sociaux n'est pas un outil commercial. Par contre, c'est bien les réseaux sociaux qui vont mettre en condition vos clients et vos prospects pour avoir envie de commander. Par les réseaux sociaux, je vais montrer mon expertise. Par les réseaux sociaux, je vais converser avec les gens, je vais me montrer avec un capital sympathie d'entreprise. Par les réseaux sociaux, je vais renforcer ma force de marque. Les gens qui m'aiment, les gens qui sont attachés à ma marque. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, je prépare le terrain à l'acte d'achat. Donc, on n'est pas dans un calcul de rentabilité en euros des réseaux sociaux. Par contre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, c'est incontournable dans la stratégie totale, parce que c'est eux qui préparent le terrain pour l'acte commercial. Voilà. Alors, au niveau des réseaux sociaux, on est bien d'accord qu'au départ, chaque réseau social, il avait un peu sa spécialité. Instagram, la photo. YouTube, la vidéo. Facebook, le réseau, les amis, le contact. LinkedIn, le réseau professionnel. Ça, c'était le point de départ. Depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait les réseaux sociaux? Ils sont comme nous. Ils ont regardé les concurrents, les autres réseaux sociaux, et petit à petit, ils ont rajouté plein de fonctions. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, ils sont moins distinctifs, ils se ressemblent beaucoup plus qu'avant. Parce que finalement, sur Facebook, vous avez des modules qui vous permettent de faire de la publicité et de faire des choses pour les professionnels. Parce que maintenant, sur LinkedIn, on peut faire bravo à un contact et lui souhaiter son anniversaire. On voit bien qu'ils ont tous évolué et qu'ils copient les fonctions. Donc, on se retrouve devant plein de réseaux sociaux. C'est chronophage. Qu'est-ce que je choisis? Donc, c'est ce que je vous avais dit. Vous choisissez quoi? Le réseau social qui correspond le mieux pour délivrer votre message. J'ai un métier très sérieux où il n'y a jamais de photos. Ça ne sert à rien d'être sur Instagram. On n'aura pas les éléments pour attirer l'attention sur Instagram. Par contre, effectivement, j'ai un métier hyper fun que pour les particuliers, ben, ce n'est pas LinkedIn qui correspond à mon message. Et derrière, je regarde l'âge de mes clients et l'âge des abonnés de réseaux sociaux pour pouvoir se connecter. Voilà. Donc,
Au niveau des réseaux sociaux, ce qui est hyper important, c'est la photo. Donc, n'importe quel post, eh ben, on ne fait jamais de post que du texte. Il y a forcément la photo et il faut bien travailler la photo. Si, en fin de compte, j'ai la photo toute seule, sans le message, elle doit dire la même chose que mon message. Donc, la photo, il faut que je la choisisse de manière pertinente pour qu'effectivement, elle puisse compléter mon message. Alors, au niveau de… Je vais vous partager un petit slide. Ça sera le dernier slide sur les réseaux sociaux. Et ça vous permettra effectivement de réfléchir par rapport au type de contenu, de quoi je parle. C'est un petit peu tout le temps ce que j'ai de la part des clients. Ils me disent, mais Cécile, on ne sait pas de quoi parler, de quoi on parle. Alors, au niveau du contenu, on les a classés à peu près en 6 points différents. Donc, je vais voir si j'arrive à… 6 points différents. L'histoire de l'entreprise, sa création, son fondateur, les équipes, les expériences qui peuvent se passer aussi avec des clients anciens. Merci à monsieur Untel qui est client avec nous depuis 30 jours. Ça, c'est toute l'histoire de l'entreprise. 2, les valeurs de l'entreprise. On doit faire découvrir, faire partager, faire adhérer aux valeurs de l'entreprise. L'entreprise, elle fait des actions de solidarité. Elle a peut-être des démarches écologiques. Elle fait peut-être des actions de soutien local à des associations, à des choses. J'en parle. Je me montre avec mes valeurs. Ensuite, vous avez les sujets parole d'expert. Parole d'expert, c'est je présente des produits, je présente des études de cas, je donne des conseils, je présente des informations que j'ai vues dans des journaux spécialisés de mon métier, que je commente, des chiffres clés de mon métier, des nouveaux matériaux, des nouvelles technos, tout ce qui montre que je suis expert dans mon domaine. Ensuite, on a le point 4, le produit, ce que je vends. Donc là, effectivement, c'est plus déjà des sujets commerciaux. Et j'ai marqué attention, pas d'autopromotion, c'est-à-dire que le produit, il ne doit pas représenter plus de 20 à 30% par rapport aux autres sujets. Nous, on le voit bien chez Boostacom, dès qu'on fait une publication pour dire on est content, on a mis un nouveau site sur Internet qu'on vient de réaliser, ça c'est notre produit, on a beaucoup moins de succès, on a beaucoup moins de partage que quand je présente l'équipe qui revient au bureau, que quand je parle d'actions qu'on peut faire. Donc le produit, on en parle, mais ça reste quelque chose qui est minoritaire. Ensuite, on a un terme qui est un peu spécialisé, qui vient de la presse écrite, c'est ce qu'on appelle le marronnier. Donc le marronnier, c'est quoi? C'est les événements qui ont lieu tout au long de l'année en fonction du calendrier et sur lequel je peux aussi surfer. On peut imaginer qu'une entreprise souhaite bonne rentrée à ses clients. On peut imaginer qu'une entreprise souhaite bonne année, joyeux Noël. Les promotions saisonnières, des choses qui reviennent aussi régulièrement, les soldes notamment pour les commerçants, ça fait partie des marronniers. Et dans les marronniers, ben, vous pouvez y intégrer des sujets récurrents qui reviennent. Par exemple, nous, chez Boostacom, dans les marronniers, on a ce qu'on appelle notre sourire du lundi. Tous les lundis, on fait une pub avec un dessin d'humour, un sourire d'un client, quelque chose qui nous porte à sourire. Voilà. Et ça va faire maintenant 6 ans qu'on le fait tous les lundis. Et maintenant, c'est devenu un marronnier parce qu'effectivement, j'ai des clients qui me disent, notamment par exemple Vincent, la charcuterie Vincent, Christophe Vincent, chaque fois que je vais chercher mon jambon, il me dit « Ah, j'ai bien rigolé lundi, lui systématiquement le lundi matin, il va chez Boostacom pour voir le tri d'humour. » Et après, vous avez en point 6 ce qu'on appelle l'actualité exceptionnelle. Alors l'actualité exceptionnelle, un exemple concret, la crise du Covid. On est dans l'actualité exceptionnelle, c'est une chose inhabituelle, c'est un moment très fort qui se passe au niveau national souvent. On ne peut pas rester muet sur certains événements nationaux très forts. Par contre, c'est là où ça va être quand même difficile de trouver le bon ton de communication, parce qu'effectivement, le bon ton de communication, eh bien, sur ces événements-là, notamment pendant la crise du Covid, eh ben, nous, on continue à travailler, mais il ne fallait pas trop qu'on le dise, parce que tout le monde était sans travail, donc ce n'était pas des choses à aborder. Les gens sont dans la crainte, comment je leur parle, de quoi je leur parle, c'est là où effectivement l'exercice devient beaucoup plus difficile. Mais par contre, l'entreprise ne doit pas rester muette quand vous avez des actualités exceptionnelles. Donc, un exemple de ce sourire du lundi, donc ça c'était le sourire du lundi de cette semaine, qui peut être aussi une citation. En fin de compte, je suis tombée sur une citation qui est vraie, hein, un chiffre,
qui dit qu'en fin de compte, le lion, quand il va chasser, il fait 10 sorties chasse et il y en a 7 qui échouent pour 3 qui aboutissent. Et moi, on est quand même dans cette période, effectivement, où c'est difficile pour les entreprises. Et je me suis dit, ben, je vais rebondir dessus pour dire aux gens, persévérez, ne vous découragez pas. Des fois, on teste des choses qui, effectivement, n'aboutissent pas. Et c'est la répétition des efforts qui fait qu'il y en a 3 qui vont aboutir et que du coup, c'est ce qui fera notre succès. Au niveau des réseaux sociaux, et là, ma collègue et amie Aurélie Gaude, photographe d'entreprise, qui est là, ne pourra pas aller contre, mettre en avant l'humain. Donc là, ce que je vous montre, c'est toutes des photos qui ont été prises par des photographes lors de la création des sites Internet. Et notamment, bah, ces photos, moi, je m'en sers pour le site, mais on va s'en servir aussi pour les réseaux sociaux. Et c'est ça qui montre la preuve. C'est la preuve de notre expertise, c'est la preuve qu'on est des gens sympathiques, c'est la preuve qu'on est des professionnels qui méritent d'être contactés. Donc là, effectivement, vous voyez qu'il y a toutes les professions. Hein. Le charcutier, un viticulteur, bourguignon d'Alalu, bâtiment, ça, c'est des avocats lyonnais, ça, c'est chez Picodon et ça, c'est chez, effectivement, tout envers les travaux publics. Si on n'a pas cette qualité d'image, cette base image, eh ben, ça sert à… On n'a pas un beau site, on n'a pas des bons réseaux sociaux. Donc, un investissement sur un reportage photo d'une demi-journée ou d'une journée, on en tirera le bénéfice tout au long de notre com pour tous nos supports com. Après, cette notion d'humain, je voulais vous la faire ressentir aussi auprès de 2 posts Facebook. Là, effectivement, c'est les vœux du maire de Chattes. On a la chance que les vœux du maire de Chattes, eh ben, le bon charcutier traiteur de la région, il est sur Chattes. Donc, c'est toujours lui qui fait les vœux du maire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à Christophe et son fils, je vous prends en photo. Si j'avais mis que les produits, si j'avais mis que ces petits salés délicieux ou son pâté croûte, ça suscite pas d'émotion. Dès que je mets le père et son fils qui sont devant les gens rassemblés pour les vœux du maire, ça suscite de l'émotion. Cette semaine aussi, j'ai fait un post parce que jeudi dernier, grâce à la webconférence, eh ben, c'était la première fois qu'on se retrouvait toutes les 3 dans le bureau depuis le confinement parce qu'on a continué le télétravail. Ben, ce post, il a eu beaucoup de succès parce qu'effectivement, on est dans l'humain, on est dans l'émotion. Après, un exemple, même sur LinkedIn. LinkedIn, les gens ils disent « ouais, c'est sérieux, c'est sérieux ». LinkedIn, ce n'est plus aussi sérieux qu'avant. C'est pas parce que LinkedIn est sérieux qu'il faut faire des posts qui ennuient. Donc là, effectivement, c'est une réunion avec toutes les AOP Drôme sur un projet qu'on a mené en 2019. Donc là, vous avez l'Olive de Nyons, là, vous avez le Picodon, là, je crois qu'il y avait Agneau de Sisteron, et là, il y avait Abricot, la vallée du Rhône. Bon, voilà. Et ben, hop, on se prend en photo et on explique le travail qu'on est en train de faire, qu'on était en train de faire sur les AOP. Et là, idem sur LinkedIn, on se montre dans son métier. Ben, la classe des Bac+3 avait tellement bien travaillé, ils m'ont enthousiasmé par le rendu sur les entreprises que je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire de la pub sur LinkedIn, on se prend tous en photo dans la classe et je vous publie sur LinkedIn. Donc, vous voyez que là, l'humain et l'émotion, c'est aussi sur des réseaux sociaux qui sont professionnels. Mais ce qu'il faut, c'est en fin de compte l'introduire de manière professionnelle. Hein. On n'est pas en train de faire oupli youpla boum hein, sur LinkedIn, mais par contre, on se met en situation. Donc là, c'était un petit peu le point de retour que je voulais faire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir par rapport à des exemples qu'ils auraient fortement réussi ou des questions qu'ils auraient encore à poser sur les réseaux sociaux? Donc, vous pouvez prendre la parole. Alors, attends, il faut donc muer tous, il faut que j'enlève les gens qui sont mués. Oui, Cécile, bonjour, c'est Nelly. Ouais. Juste pour dire qu'effectivement, c'est super de faire des photos. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant, et notamment quand il y a des événements, mais aussi pour faire connaître un petit peu l'entreprise, et que c'est aussi intéressant de les régulièrement de les mettre à jour. Alors, ça ne veut pas dire tous les 3 mois, mais c'est vrai que c'est intéressant quand il y a de nouveaux arrivants, et ben de refaire un peu des photos d'équipe, parce que je trouve que ça donne d'abord du plaisir à nos salariés d'être mis en avant, et puis ça permet de montrer qu'on voilà, on est un peu au bout du jour, et c'est pas des vieilles photos d'il y a 10 ans où le gars se reconnaît absolument pas, quoi. On est d'accord. Après, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur le sujet réseaux sociaux ou voilà, ou qui a une interrogation particulière? Si, moi peut-être. Bonjour.
Moi, je travaille sur un domaine, peut-être que j'ai une vision très archaïque et ancienne, mais où l'une de nos facteurs clés, c'est quand même la confidentialité. Et donc, on ne peut pas mettre en avant ni les clients, ni, alors les produits, oui, mais justement, ni les clients, ni les commentaires des clients. Et même si c'est avec leur accord, ça peut être mal perçu par les autres clients. Donc, Alors, comment? ouais, alors je vais te répondre parce qu'en plus, tu vois, hier, j'ai eu cette conversation avec un client industriel parce qu'aussi dans l'industrie, on a beaucoup la culture de la confidentialité par rapport à des marchés qu'on a et qu'on ne veut pas divulguer. Et en fin de compte, il a beaucoup évolué depuis 3 4 ans à mon contact. Et il m'a dit, ben, Cécile, je t'autorise même à citer les noms des clients que j'ai démarchés. Donc, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas citer le nom. Par contre, pour moi, demander oralement à un client, est-ce que je peux prendre votre cas comme un exemple sur un réseau social ou scientifique de blog, sans citer son nom, rien, mais par exemple, moi je dirais, un chef d'entreprise de 50 ans, d'une famille de 4 5 personnes, voilà sa problématique qu'il avait en termes d'optimisation de son patrimoine, voilà ce qu'on a fait. Et en fin de compte, le simple fait de dire déjà son métier, l'âge qu'il a, ben, le contexte un peu qui, toi, te sert, va renforcer la réalité de ce que tu dis. Et du coup, ce que tu dis, ça ne sera pas plus du contenu publicitaire, mais ça sera bien du contenu preuve de réel. Voilà. Après, quand on met des témoignages aussi sur les sites Internet, moi, mon habitude et la règle, c'est que je mets que la première lettre du nom. Et par contre, je mets toujours, souvent, le département ou le lieu. Parce que si c'est une PME qui, du coup, travaille sur toute la France, eh ben, ça crédibilise. Même simplement, je suis en Drôme à Valence et je montre que j'ai un témoignage du Rhône, de l'Isère, de l'Ardèche. Et ben déjà, les gens ils se disent ah ben elle doit bien bosser parce qu'elle va un peu plus loin. Donc effectivement, quand on choisit ces témoignages ou quand on choisit les cas pour en parler sur les réseaux sociaux, moi chaque fois qu'est-ce que je regarde? C'est ce que je vais faire après sur les cas d'entreprise. Hein. Je présente plusieurs secteurs d'activité. J'essaie de présenter des gens qui sont à différents endroits géographiques. Et déjà, en croisant ça, eh ben, ça renforce mon aura. On Parce fait que les notre gens part, se disent, nous. ben, elle n'est pas toute seule pour mes chatte. Oui. Je disais, nous, on fait effectivement, ça a du sens de publier des photos, mais également beaucoup de témoignages. Et pour ces témoignages, on est passé, comme j'expliquais la dernière fois, par Eldo Travaux, qui est un service spécifique pour le bâtiment. Et c'est vrai qu'eux ne publient jamais le nom complet de la personne. Voilà. Et par ailleurs, il faut effectivement obtenir leur autorisation pour mettre leurs commentaires, etc. Donc, c'est effectivement encadré, mais il y a possibilité de le faire pour ce qui est de notre activité. Après, tout dépend. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir quelques retours factuel, quoi. Alors moi, après, je vais même plus loin. Je me suis aperçue parce que nous, en fin de compte, des remerciements ou des félicitations, notamment quand il y a des clients qui sont signés. Hein, ben là, effectivement, on a un site qu'on a mis en ligne il y a que 2 mois, qui est sur Lyon, et elle m'a appelé en me disant c'est super, Cécile, on a signé un gros client en assistant maîtrise d'ouvrage. C'est le premier qu'on signe par le site. Bon. Donc quand je reçois ça par mail, et ben quand je demande l'autorisation d'en parler, je m'aperçois les clients ils sont contents pour nous. Ils disent oui, 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 et ça renforce encore nos clients. Ah mais oui, bien sûr que vous pouvez en parler. Parce que, ben, en fin de compte, voilà, ils sont contents de mon travail, donc ils sont contents de pouvoir en parler. Et c'est la même chose quand on prend le principe des recommandations dans les réseaux d'entreprise, puisque là, sur les participants, ben, il y a plusieurs collègues de différents réseaux auxquels je participe. Et ben, en fin de compte, on s'aperçoit que quand on a un collègue qui est bon dans son métier, et ben, on est content de le recommander parce que finalement, on rend service à la personne qui est en recherche d'un professionnel. C'est rendre service de faire une recommandation. Donc, finalement, vous voyez, tout ça, il faut désacraliser. Et après, ce côté confidentialité, ben, c'est sûr que sur les métiers de la finance et du particulier, bien évidemment que c'est spécifique pour toi, Sandrine. Mais ça n'empêche pas de faire des cas d'exemple un peu concrets. Voilà. Pas d'autres choses à ajouter sur les réseaux sociaux, donc on passe sur les exemples un peu dont je voulais vous parler. Du coup, ces exemples-là, je les ai choisis parce que ça va être l'application de tout ce qu'on a dit depuis les 2 premières conférences. Des exemples de PME où on a utilisé différents leviers au niveau du digital et effectivement où on a pu avoir des résultats. Donc, on va passer… Alors, par contre, là, tu vois, c'était une image. Est-ce que vous voyez Capifil ou pas? J'ai coupé le partage d'écran. Ah, alors, on va partager l'écran.
Ouais, parce que je préfère le faire comme ça. Parce que là, il est pas en... Oui, mais en fin de compte, si je le mets là, des fois, il passe sur cet écran-là Ok. et alors, on va bien grossir comme ça. Est-ce que vous voyez du coup là l'écran ou pas avec les personnes? Alors, les partager là, hop, c'est bon. Donc, effectivement, il y a ce cas de Capifil dont j'ai beaucoup parlé déjà, mais que là, on va décortiquer pour comprendre pourquoi, au bout, il y a eu ces belles commandes chez Capifil. Alors, d'abord, Capifil, c'est vrai que c'est un client avec qui on travaille toute l'année et très régulièrement depuis à peu près 3 ans. Donc, il y a 3 ans, l'entreprise a été rachetée. Ils avaient un site déjà qui était en place depuis au moins 10 ans. Donc, un site qui avait déjà bien pris sa place sur Google. Par contre, entre guillemets, qui était un vieux site. Un vieux site en termes de design, un vieux site en termes de contenu. Et derrière, effectivement, on décide de faire un nouveau site. Par contre, on est bien d'accord que quand on fait un nouveau site sur un ancien site déjà existant, ben on part déjà avec l'existant de l'ancien site. Donc, c'est déjà plus fort pour Google que quand on démarre de zéro. Donc, effectivement, au niveau de ce site, on a eu une demande de faire un design très beau parce que même si c'est l'industrie, il aime du beau design. Et on l'a retravaillé là plusieurs années, plusieurs fois parce que finalement, on l'avait fait trop beau. Et pour moi, on n'avait pas fait assez d'environnement industriel. Notamment, vous voyez le fait de faire des profils là de dessin sur ces produits, c'est des choses qu'on a rajoutées dans un deuxième temps parce qu'on a avancé dans notre perception de la cible et dans le site. Il y a à peu près 1 an et demi, l'industriel a souhaité créer une e-boutique sur son site. Donc là, on est du coup sur du WordPress. On a d'abord eu un site vitrine commerciale dès le départ, parce que dès le départ, on m'a demandé un travail de référencement spécifique et qu'effectivement, le référencement, on travaille toute l'année avec eux. Et on y met une e-boutique pour les produits finalement 3D. La crise du Covid arrive et en fin de compte, en interne, parce qu'on est bien d'accord que nous, c'est vraiment une collaboration avec le client. Sans le client, sans les commerciaux, sans les idées du client, notre com et notre marketing sera moins fort. Et par contre, le client tout seul, sans notre com et notre marketing, eh ben, il aura aussi moins de résultats. Et donc, en interne, ils ont l'idée de se dire, ben, finalement, le pince-nez qui est sur les masques, c'est un produit plastique qui correspond à notre technologie, puisque c'est 2 fils Galva qui sont enrobés de plastique. Donc, en interne, tout de suite, ils ont réagi très rapidement et ils ont mis en place des tests, ils ont commandé de la matière, et ils ont tout de suite mis en place des lignes de tests pour essayer de produire le pince-nez. Dès qu'ils ont eu l'idée, avant même que la production soit finalisée, moi, j'ai commencé à faire mon travail en amont de personnalisation du site. Le but du jeu, c'était que le site qui ne parlait pas du tout des marchés médicaux, qui ne parlait pas des pince-nez, et ben que quand l'internaute arrive dessus, eh ben, il voit qu'on le fait et qu'il a l'impression qu'on est déjà expert dans le domaine, qu'on est un prestataire fiable pour ce produit-là. Donc, on modifie la page d'accueil. On crée une nouvelle page dans la rubrique marché qui correspond aux composants des dispositifs médicaux, avec du contenu, etc. Sur la e-boutique, et là, c'est vrai que là, j'étais contente parce que ça aurait été 3 ans avant, je pense que la responsable, la DG, aurait peut-être pas suivi la demande. Je lui ai dit, en fin de compte, ton pince-nez, tu vas jamais le vendre en e-boutique. Parce que vous voyez, les pince-nez, ça se présente sous des bobines, hein, après qui sont découpées en machine. Je lui dis, par contre, tu as une e-boutique, on va créer des fiches pince-nez, pas pour vendre. Ça va nous faire du référencement. Donc, on s'est créé 3 fiches pince-nez avec, effectivement, tout le descriptif technique qu'on a mis dans la e-boutique. Donc là, c'est là où c'était compliqué parce qu'il a fallu qu'ils me donnent un prix de bobine. Donc, ils ont un peu galéré. Et puis, j'étais un peu inquiet parce qu'ils me disent, oui, mais nous, c'est des grosses commandes. Ce prix facial, comment ça va réagir et tout. Je dis, mais non, de toute façon, on met en gros, pour toute commande industrielle, contactez notre service de vie. On l'a mis en gros sur la fiche produit de partout. Mais par contre, ça sera bien pour le référencement. Et derrière, les 3 actions qu'on commence à faire, c'est effectivement, on commence à faire des articles de blog. Donc là, vous voyez qu'en l'espace de 3 semaines, on a fait 3 articles sur 3 thématiques différentes. Le premier article, c'était au fin fond du confinement. On ne sortait pas, donc j'ai pris en photo sur la table de chez Boostacom les fameux produits qui étaient en test avec les masques, en expliquant, on se mobilise, on est en train de faire les tests, on change nos chaînes. Le deuxième article, ça a été un peu plus long, 4 semaines après, quand on est notre première commande.
Et le dernier article, c'est un article que pour du référencement, où j'ai fait des recherches précises. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mot pince-nez? Et effectivement, pince-nez pour masque était un terme qui était recherché par les internautes, par les pseudo-acheteurs que moi je veux atteindre. Donc, j'ai fait un très long article sur les différents types de masques et le rôle du pince-nez. Donc, ça, c'est effectivement, on enrichit et on customise le site Internet. Voilà. C'est comme si c'était un gros de customisation. Après, c'est là où c'est le digital commercial, le digital au service des commerciaux. On prépare la prospection pour les commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va sur Internet, on fait une recherche et on trouve le site officiel de l'État qui a publié une liste en forme de PDF de toutes les entreprises qui sont habilitées officiellement à produire du masque, puisque c'est un marché d'État. Sur ce PDF qu'on a trouvé, on a bien le nom des entreprises et on a un nom de responsable. C'est tout ce qu'on a. À partir de ce PDF, on va sur LinkedIn. Par contre, là, il faut forcément un compte premium. Et sur LinkedIn, on démarre une recherche de toutes les personnes qui sont citées sur le tableau et on élargit la recherche avec le nom des entreprises. On recherche tous les salariés de l'entreprise qui ont un compte LinkedIn. Et on monte un joli tableau Excel pour les commerciaux avec le nom des salariés, leur poste et les informations qu'on a réussi à trouver entre LinkedIn et entre Internet sur des emails, sur des téléphones. Parce que effectivement, après, quand même, vous trouvez beaucoup de choses sur le net. Et là, on a monté un tableau qui avait à peu près 190 lignes. Ça représentait à peu près une cinquantaine d'entreprises et plusieurs personnes par entreprise avec bien les postes. Derrière, on l'a passé aux commerciaux. C'est les commerciaux qui, eux, ont dit, ben voilà, ça, c'est les postes qui doivent avoir des relations avec le pince-nez. Pendant ce temps, nous, on a préparé un emailing. Un emailing pour envoyer aux gens du tableau, un emailing pour envoyer à nos clients, parce que nos clients, ça peut être le relais d'information. Même si ce n'est pas des clients sur le pince-nez, le fait qu'on leur dise, regardez ce qu'on fait, ben déjà, ils disent, super, ils sont solidaires, ça fait aussi la com pour le lien. Et puis peut-être que nos clients, ils connaissent des gens qui sont en relation avec des entreprises qui fabriquent du pince-nez. Derrière les commerciaux, après notre emailing, on prit des contacts téléphoniques, donc en prospection commerciale téléphonique, on prit des rendez-vous. Donc là, pour la petite histoire, je vous ai mis tous les fichiers qu'on a, nous, fait de notre côté, parce qu'effectivement, nous, ça a été quand même un certain nombre d'heures. Pendant ce temps, je continue d'utiliser tous les leviers que j'ai sur le net. Donc là, effectivement, ben, le compte de la directrice générale de Capifil, il a 2500 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi il a 2500 abonnés? Parce qu'il y a 2 ans et demi, chez Capifil, on a fait une formation LinkedIn à la dirigeante et aux commerciaux. Parce qu'on lui a dit, maintenant, il faut que tu prennes un compte premium. La dirigeante n'a pas le temps d'inviter. On a pris la main sur son compte, elle a délégué quelqu'un en interne, et à 2, c'est nous qui faisons vivre son compte en plus d'elle. Et c'est sûr que là, sur la période du Covid, elle a eu du temps de générer, on s'est beaucoup appelé au téléphone, et elle a fait elle-même toutes les démarches pour aller chercher tous les gens qui étaient intéressés par ces produits. Et effectivement, quand on a commencé les publications sur LinkedIn, on avait quand même cette audience de 2500 personnes. Donc, tout de suite, les résultats de notre travail qu'on a fait sur LinkedIn, ben, ils sont plus forts parce qu'on a déjà notre audience qui est créée. Donc là, vous voyez, c'est tous les fameux articles de blog que j'ai fait sur mon site et que je recustomise pour du LinkedIn et que je partage pour faire mieux sur mon site. Donc, en même temps que je fais le blog du site, je fais bien le LinkedIn. Et là, effectivement, on a des 48 j'aime, on a eu beaucoup de partages. Le réseau continue de faire connaître la nouvelle. Ensuite, les derniers leviers digitaux qu'on a utilisés, puisqu'on en a parlé la dernière fois, ben, effectivement, on a fait du référencement naturel avec du contenu sur le site et on est allé pour faire des annonces et acheter les mots. Alors là, c'est un cas qu'on n'avait jamais eu. En fin de compte, pendant le Covid, le mot masque était un mot qu'on appelle blacklisté, était un mot noir chez Google. Il était interdit de faire de l'achat de mots-clés, de la publicité avec le mot masque. Parce que c'était un produit tellement important au niveau national qu'il y avait, l'État avait interdit à Google qu'on l'achète. Par contre, le mot pince-nez, tout seul, était encore en vente. Et je voyais bien que les recherches commençaient un peu à monter, ils ne coûtaient pas très cher.
ben, j'ai mis aussi 200 € par mois sur une campagne d'annonce sur le pince-nez. Donc là, effectivement, on a fait la totalité de tout dont on a parlé, du site internet, des réseaux sociaux, de la veille de la recherche pour faire des tableaux pour les commerciaux, de l'achat de mots-clés, du référent naturel. Voilà. Donc ça a été pendant 1 mois et demi. Donc effectivement, le résultat chiffré, c'est 4 nouveaux clients signés et 1 client encore en attente au niveau des pince-nez. Au niveau des montants de commandes, donc il y a une commande à 320 000 € et 3 commandes entre 20 000 € et 50 000 € chacune. Voilà. Donc là, c'est effectivement le labo BioSerenity qui est un des acteurs de la fabrication de masques chirurgicaux et qui le fait avec les pince-nez de chez Capifil. Et autre du coup contact qu'on a eu grâce au net et aux réseaux sociaux, est-ce qu'on disait, il y a un fabricant de machines qui a téléphoné à Capifil en disant moi je suis en train de vendre plein de machines pour les pince-nez et j'aimerais bien qu'on puisse faire des tests parce que si votre pince-nez marche, moi comme ça je pourrais avoir des pince-nez pour faire mes démonstrations clientèle. Donc là effectivement c'est un exemple en B2B où on a mis tout à disposition et qui a un très fort résultat. Voilà, avec un investissement globalement pas si important parce que nous, je sais pas, peut-être qu'on a travaillé on a passé combien de temps? 50 heures. De toute façon, nous, c'est vrai que nous, avec eux, comme on travaille tout le temps, on est un peu comme un service market exporté, donc on raisonne à l'heure. Mais bon, l'investissement, il était à moins de 5 000 € largement, même avec tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc, voilà un exemple sur l'industrie. Est-ce qu'il y en a qui, autour de l'industrie, ont quelque chose à ajouter ou pas? Une question à poser sur cet exemple-là? Pas de questions sur mon exemple? Bon. Donc là, maintenant, on va passer sur un autre registre quand on travaille, le consommateur final. Et là aussi, c'est aussi un cas un peu d'école. C'est donc le centre Aquapassion qui est un centre d'aquagym. Donc là, c'est d'abord une belle histoire familiale puisque le monsieur Fred Bourbonnet est un professeur de natation éclairé depuis une 30aine d'années. Son épouse vient du milieu de la finance. Ils ont à peu près notre âge, une 50aine d'années. Et en fin de compte, son épouse a choisi de quitter son poste de cas dirigeant dans la finance et de créer avec son mari un centre d'aquagym qui correspond un peu à leur valeur, à la façon de travailler. Donc, ils ont vendu leur maison, ils ont acheté un terrain en bord de rocade et ils ont fait construire une piscine aux normes. Donc, un investissement pour eux très, très élevé. Et effectivement, ils sont venus me voir pour commencer la communication 1 an avant l'ouverture. Donc là, déjà, c'est aussi quelque chose à retenir. C'est pas au moment où qu'il faut chercher la com. Il y aura des choses à préparer en amont, comme là, quand on a parlé pour Capifil avec son audience déjà créée. Hein. Donc elle, Laurence, très tôt, 1 an avant, elle est venue, elle m'a dit, Cécile, il faut qu'on crée le logo, qu'on crée le concept et il faut qu'on crée le site. Donc effectivement, là, on avait créé le logo et puis très tôt, je lui ai dit, il faut que tu ouvres tout de suite un compte Facebook pour que tu racontes ton histoire. Dès que les pelleteuses vont venir creuser, tu montes le trou. Dès que les moellons se montent, tu montes et ça va être du Facebook. Donc le lundi, en début de semaine, je lui fais une formation Facebook. On ouvre son compte Facebook. Donc c'était 8 ou 9 mois avant l'ouverture. Le vendredi, je viens chez elle et vous me voyez là pour lui livrer une bâche. Parce qu'en fin de compte, elle a une route qui est assez passante le long de son terrain et je lui dis, autant que tu mettes tout de suite une information avec une bâche pour expliquer ton ouverture. Donc justement, le mois de janvier 2018. Hein. C'était l'été. Et on accroche la bâche. Le soir même, une jeune femme passe en voiture et voit la bâche. Et bon, c'est sûr que l'aquagym, les jeunes femmes, elles adorent ça. Hein. Oh, super, on va avoir un centre d'aquagym à Mours. Elle poste sur Facebook, regardez les filles, elle prend en photo notre bâche, elle poste la bâche en photo sur Facebook, regardez les filles, ce qui va ouvrir en janvier. Heureusement pour nous, notre page Facebook venait vite d'être créée. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recherché la page Aquapassion sur Facebook et ils se sont mis en tant qu'amis pour être au courant de l'ouverture. Ça veut dire que 8 mois avant l'ouverture, en l'espace d'une semaine, ça fait le buzz. Tous les gens partageaient, tous les gens étaient contents. Vite, on a alimenté sur la belle histoire, on les a pris en photo, tout ça. Et tout de suite, on a eu 500 abonnés en une semaine, alors que c'était même pas ouvert. Voilà. Derrière, effectivement, on a créé son site internet. Donc, elle, pareil,
au départ un site vitrine. En année 2, on a mis du e-commerce pour vendre ses bons cadeaux. Et petit à petit, le site, maintenant, c'est un très gros site qu'on a effectivement alimenté au fur et à mesure. En février 2018, ces travaux n'ont pris qu'un mois de retard. Ça a été, voilà. On publie l'ouverture. On a fait de la com traditionnelle. Ça, c'est le flyer qu'on a édité et qu'on a mis dans les boîtes aux lettres, tout autour de romans. Et là, vous voyez que cette publication, elle a été partagée 127 fois et elle a atteint 11 000 personnes. Pourquoi elle a été autant partagée? Pourquoi elle a atteint autant de personnes? Parce que depuis un an, elle faisait vivre sa page, qu'elle avait effectivement accroché les gens avec sa belle histoire, que c'est aussi un sujet qui est particulièrement intéressant pour le grand public et qu'elle a une communauté, ce qu'on appelle, qui est très engagée. Chaque fois qu'elle publie quelque chose, les gens ils sont contents de partager, ils sont contents de montrer qu'il y a des choses qui se créent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose, ça rejoint aussi pour les fameux avis. Les gens ils sont contents de parler de nous et de nous aider. Et donc là, effectivement, au niveau de son Facebook, et ben là, c'est vraiment quelque chose qu'elle a pris en main, mais qu'on tient à deux. C'est-à-dire qu'elle a 5 ou 6 temps forts dans l'année. Quand elle a ces temps forts, comme une réouverture après le Covid, comme effectivement sa carte d'été, et ben nous, on lui fait des visuels, on lui fait une bannière spécifique. Mais par contre, c'est bien elle qui tient ses réseaux sociaux, sauf que sur les temps forts, et ben, elle souhaite qu'on vienne en plus avec elle. Voilà donc un peu l'histoire d'Aquapassion qui aujourd'hui a une communauté d'à peu près 1800 personnes sur Facebook. Donc elle, c'est sûr que sur Facebook, c'est plus uniquement garder le lien, hein, c'est aussi faire des ventes parce que effectivement, le type de parution comme ça, c'est beaucoup partagé et ça lui fait effectivement quand même des ventes en direct de Facebook. Voilà. Donc, pas de questions particulières sur ce cas. Mais bon, là, pour moi, c'est symptomatique, c'est qu'au départ, c'est une bâche, hein. Et une bâche, pour info, créer, imprimer une bâche, c'est moins de 100 €. Hein. Donc, vous voyez que des fois, c'est pas des gros budgets, c'est des petits outils bien traditionnels qui vont aider le digital. Et le digital, ça va fonctionner ensemble avec cet outil très traditionnel qu'est la bâche. Après, on va passer sur 2 exemples du bâtiment. Donc, un premier exemple où là, effectivement, c'est l'entreprise Arrivelec. Donc, c'est au départ une belle petite boîte d'électricité en Ardèche, limite Ardèche-Drôme. Ils sont à peu près 6-7 personnes. Ils ont 3 activités. Ils font de l'électricité générale, ils font ce qu'on appelle la VMC, tout ce qui est effectivement pose de VMC et les flux d'air, et ils font du photovoltaïque, panneaux solaires. Quand ils viennent nous voir pour le site, eh bien, c'est la première des choses, on demande toujours, mais c'est quoi qui est le plus important pour toi? C'est quoi ce qui se développe? Et puis nous, derrière, on va voir un peu ce qui se passe. Et là, effectivement, Monsieur Chapoutier me dit, ben écoute Cécile, j'aimerais bien développer le photovoltaïque parce qu'en fin de compte, en photovoltaïque, je suis que sous-traitant. C'est moi qui fais la pose de tous les panneaux, de plus grosses boîtes que moi. Et j'aimerais bien devenir en direct avec les clients parce que c'est un vrai intérêt économique pour moi et que j'ai un vrai savoir-faire. Et donc là, on commence la recherche pour voir, donc du coup, site vitrine commercial, du référencement. Et je commence la recherche sur le référencement et très étonnée, je m'aperçois quoi? Électricité générale, il n'y a pas de place en référencement, il y a noir de site, noir de page bien référencé, très compliqué. Photovoltaïque, il y a peut-être noir de site, mais ça doit être tous des handicapés du référencement, on a de la chance. Beaucoup de place. On peut tout à fait se placer dans des positions intéressantes sur des mots-clés qui correspondent vraiment à sa zone géographique, à ce qu'il fait. Donc, je lui ai dit, et du coup, je lui ai dit, ben pour moi, l'effort du référencement, il faut qu'on le fasse au photovoltaïque. Donc, on a ouvert le site de mémoire, c'était fin juin. Et en septembre, comme c'est quelqu'un de notre réseau d'entreprise à Sous-Valence, en septembre, il a témoigné sur une réunion. Et ben les devis, les appels, les devis. Voilà. Donc, c'était jackpot et super contente pour lui. Mais effectivement, vous voyez que là, on a un objectif de nouveau marché, on va regarder et derrière, ça va apporter effectivement des appels. Donc, après, effectivement, au niveau de l'exemple, c'est Bourguignon d'Alalu. Donc, je voulais un peu plus faire témoigner Nelly pour qu'elle nous dise un peu qu'est-ce qu'elle trouve de difficile,
qu'est-ce qui lui a pris du temps à comprendre, comment elle sent maintenant le digital aujourd'hui et comment surtout vous l'intégrez aussi par rapport à vos commerciaux, par rapport à Pascal. Voilà. Donc, rebonjour. J'arrive plus. C'est toujours en partage d'écran, d'accord. Donc, on voit personne, mais c'est pas très grave. J'ai enlevé le partage comme ça on le verra. Alors, il faut que je remonte là le partage, c'est ça? Et sinon, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant de parler en face d'un écran. C'est bon? Ouais, parfait. Merci. Donc, écoute, moi, on a fait pas mal de boulot depuis 2015, je crois, avec toi. Oui, on a commencé. C'est vrai qu'au départ, on n'y connaissait pas grand-chose. On se satisfaisait, je crois, d'un petit peu de Facebook, mais c'est tout. Et en fait, tout a une cohérence. C'est-à-dire, merci de nous avoir un peu pris en main là-dessus, parce que déjà, faire un site, c'était pas possible pour nous parce qu'on n'a pas les compétences pour se faire. Mais en plus, ça crée du sens avec les autres comptes. Alors, même si on les optimise pas forcément au maximum, on a quand même une page Facebook également. On a aussi des posts sur Google et puis LinkedIn. Donc, bon, ça fait un tout. Par contre, ce qui est important, et moi je tiens à dire, c'est que la gestion de ce site internet, elle est quand même assez, pas complexe, mais en tout cas, elle est difficile pour nous qui sommes dans un métier complètement différent. Et du coup, moi, j'ai trouvé intéressant de te confier ça. Même si on comprend, même si de temps en temps, on pourrait faire un post, histoire de faire vivre un petit peu ça personnellement, c'est difficile. Donc, moi, je trouve que c'est particulièrement important d'avoir comme un appui technique. Je ne dis pas ça pour faire adhérer tout le monde à Boostacom, mais il n'empêche que c'est vraiment particulièrement important d'avoir quelqu'un qui maîtrise le langage et les références et l'image. Donc, nous, notre boulot, ça a été de donner du contenu, parce qu'effectivement, Cécile, tu n'es pas la pro des gouttières. Enfin, maintenant, tu le deviens. Je pense que tu pourrais être notre ambassadrice. Mais c'était de donner du contenu texte, mais aussi des photos. Et c'est ce que je disais, on avait fait des photos à l'époque, des photos professionnelles, parce que c'est important d'avoir de la qualité si on veut un site de qualité. Je pense que l'un fait l'autre. Et aujourd'hui, on a refait des photos, donc tout dernièrement avec Aurélie la semaine dernière, voilà. Donc on vient de récupérer nos photos et je pense qu'il sera intéressant de mettre ce site à jour, d'une part pour le faire vivre, mais aussi pour montrer qu'on n'a pas des photos qui durent de 4-5 ans en arrière avec des gens qui sont plus là et qui pourraient ne pas s'y retrouver, voilà. Donc, il y a d'une part un boulot technique que moi je confie très volontiers et avec beaucoup de plaisir à Cécile, mais aussi un investissement personnel à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'un site internet, on ne va rien avoir à faire et Cécile va tout faire, ou Cécile ou ses collaboratrices vont tout faire. Il faut vraiment avoir un petit peu de temps à passer là-dessus parce qu'il faut réfléchir ensemble à ce qu'on veut faire. Un gros site, un petit site, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Cécile, mais également quels sont les éléments qu'on veut faire passer sur ce site. Donc, quand on veut faire un site ou qu'on veut remettre à jour un site, il ne faut pas négliger l'investissement que ça va demander en temps et puis également un petit peu en argent, mais ça, ce n'est pas énorme par rapport aux photos, par rapport à des choses comme ça. Après, pardon Cécile, mais il est important pour nous aussi que Boostacom prenne en charge les publications, suive tout ça de près parce que, comme je le dis, on n'est pas professionnel en la matière et que c'est intéressant d'avoir des retours, mais aussi des mises à jour régulières qui se tiennent au fait des contraintes imposées par Google. Donc voilà. Donc nous, on fait entre guillemets un peu mumuse avec les autres réseaux sociaux sur lesquels on partage des choses. Et je pense que le site, ça vaut d'être managé par un pro. C'est vrai que du coup, le témoignage de Nelly rejoint ce que je vous ai dit sur la séance 2. Vous allez avoir des choses qui sont quand même facilement à la portée, qu'il faut que vous preniez en main. Et notamment, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment aussi l'âme de votre entreprise. Et il y aura des choses plus techniques. Et après, nous, c'est sûr que souvent, on se trouve confronté à des clients qui ne vont même pas dégager le temps et le minimum pour qu'on puisse avoir du contenu. Donc, nous, on est très frustrés. Ces clients-là, on les relance, on les appelle, on leur passe des mails. Et vous voyez, ça m'a fait sourire parce que quand j'ai passé les mails pour faire la promotion des webconférences sur Facebook, j'ai une cliente de Nîmes dans le milieu médical qui me laisse un commentaire qui me dit « Ah Cécile, j'ai regardé tes webconférences sur YouTube, ça m'a donné envie de m'y mettre. C'est vrai que je ne fais plus rien depuis 3 ans. » Et effectivement, et heureusement, c'est une amie, hein. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais c'est quand tu veux. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'entreprise? L'entreprise, on va nous dégager de l'énergie et des envies de personnes dans l'entreprise de prendre en main certaines choses. Par contre, on s'aperçoit des fois que sur certaines entreprises, au bout de 6 mois, 8 mois, ça n'a pas bougé parce que certes, l'envie était là, mais finalement, le quotidien, l'organisation, ça n'a pas permis d'eux.
ben, à un moment, si l'entreprise, elle voit qu'elle ne pourra pas y arriver en temps ou quoi, c'était pas qu'elle n'avait pas envie, eh ben, il faut prendre quelqu'un d'externe, notamment pour les articles de blog. Mais ça marche à deux. Parce que si on n'est pas deux, eh ben, ça n'ira pas. Voilà. Donc, merci Nelly pour tout ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en plus, on voit dans la durée, quand on travaille avec certains depuis 5 ans, depuis 6 ans, ben maintenant, ils ont un site qui a beaucoup d'articles de blog, ils génèrent beaucoup de trafic. Il y a des choses aussi qui deviennent un peu automatiques dans les échanges et c'est fluide. Donc, ça a aussi du sens après de faire évoluer tout ça dans le temps. Après, au niveau des 3 petits derniers exemples que je voulais montrer, donc je vais repartager du coup l'écran. Hop. Alors, partager, c'est là. C'est celui-là. Donc là, c'est un exemple dans l'immobilier. C'est un peu atypique en fin de compte, mais c'est des choses maintenant qui se font bien. C'est un projet immobilier sur Romans, donc sur le haut de Romans assez haut de gamme. Et en fin de compte, c'est l'équivalent de 33 parcelles à vendre. À un moment, la personne, si elle laisse que dans son site actuel ce projet-là au milieu de tous les autres projets, on ne va pas être assez fort en référencement pour aller chercher des futurs acheteurs. Donc, on décide de faire un site qui n'aura le temps de vie que le projet. Donc, il va durer peut-être effectivement 2 ou 3 ans, le temps que tout sorte et que les parcelles soient vendues. Du coup, Sandrine, pour toi, effectivement, ce site, on l'avait aussi référencé sur des sémantiques, loi Pinel, des choses qui ont trait aussi à l'investissement, gestion de patrimoine par rapport à de l'achat. Et ça, on a pu le faire parce qu'aussi, on a créé un site que pour le projet. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se faire. En fin de compte, dans l'immobilier, ils font des plaquettes imprimées pour montrer leur projet. Et ben, il faut aussi faire le pendant au niveau du digital. Ensuite, là c'est le cas de Feedlist dont j'ai parlé la dernière fois, qui vont des prêts pour l'achat des machines et l'achat des équipements aux industriels ou aux entreprises. Et en fin de compte, c'est une petite PME, mais qui monte très, très vite. Et en face de nous, en référencement, on n'a que des gros. Je ne sais pas si vous connaissez les sociétés comme Locam. C'est des sociétés qui font du LOA, qui font ça au niveau national. Et en fin de compte, eh ben, ça a été aussi une agréable surprise parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait référencer des sémantiques par rapport au LOA et au crédit bail et qu'en fin de compte, il y avait encore de la place au naturel. Voilà. Et là, c'est un exemple du coup qui est frais, qui date d'il y a 10 jours. Donc ça, c'est un site internet qu'on a mis en ligne avant Covid. Donc avec mon fameux vendeur de poulets, la ferme de JC, le Jean-Christophe, du marché de Saint-Marcelin. Et donc là, effectivement, c'est un tout petit budget. Donc on a fait ce qu'on appelle un site one page. Vous n'avez qu'une page. Donc ça veut dire que si je n'ai qu'une page, ben, je vais référencer que sur une expression. Et je suis allée chercher l'expression éleveur poulet drôme, où il y avait de la place. Et depuis 2 mois, je n'avais pas trop de retour de ce client. Et j'étais quand même un peu dubitative. Je ne lui avais pas vendu, des rêves parce que je savais que référencer sur une seule page, on n'est pas sûr d'apporter vraiment du client. C'est parce qu'on est un peu pauvre en contenu puisque c'est pas bien gros. Et là, en fin de compte, je vais au marché samedi pour acheter mes poulets. Et donc, je n'osais pas lui parler trop de son site parce qu'il m'en disait pas grand-chose. Donc, bon, bah, je fais ses cartes de visite, il est content. Maintenant, il a un petit site. Les clients du marché, au moins, vont voir son site. Et puis, il me dit, oh, bah, en fait, Cécile, là, je t'avais pas dit, mais j'ai plein d'appels. Hein. Ah. Il me dit, oui, j'ai beaucoup d'appels de restaurateurs qui cherchent donc du poulet en plein air. Et j'ai beaucoup d'appels pour des gens qui cherchent la poule vivante. Voilà, achat poule vivante. Donc, et qui m'ont trouvé par le site, hein, puisque effectivement, ils demandent, comme il n'y a pas tant d'appels que ça, lui, l'agriculteur. Hein. Donc là, j'étais très contente parce que pour moi, c'était une preuve concrète que même avec un one page, ben, on arrive quand même à se placer sur des expressions, voilà, qui sont intéressantes. Et dernier exemple, c'est du e-commerce. Donc là, pour ceux qui travaillent dans le e-commerce ou qui veulent faire du e-commerce, c'est pour du coup passer un petit peu une information importante. En fin de compte, le référencement en e-commerce est très, très difficile parce qu'en e-commerce, vous avez tous les gens qui vendent les mêmes produits, ils ont mis les mêmes textes dans leurs fiches. Donc là, le cas, c'est Vercors Sport Team qui vend les produits Herbalife. Herbalife, c'est la poudre pour mincir ou la poudre pour les sportifs. Et des sites de e-commerce Herbalife, vous en avez par dizaines sur Internet. Et tous les gens qui font leur site, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont pris les textes qu'a donné la marque Herbalife pour chaque produit, ils ont copié, collé dans leur fiche. Donc, ça veut dire que tous les sites qui sont sur le net, ils ont tous les mêmes textes pour les fiches produits. Donc là, ça a été un gros boulot pour nous parce qu'en fin de compte, on a écrit les fiches de tous ces produits qu'elle a mis en ligne. On les a réécrits, on n'a pas pris le texte de Herbalife. C'est un site qui a à peu près 1 an et demi. Et nous, c'est vrai que bon, maintenant, on a quand même beaucoup de sites, donc je passe pas mon temps à regarder les statistiques de tous mes clients si j'ai pas forcément de contrat de statistiques avec eux. Et là, en fin de compte, Vercors Sportive revient vers moi il y a 15 jours. Elle me dit, Cécile, je suis hyper contente parce que je fais des ventes. Et puis surtout, j'avais fait un référencement aussi. Elle cherche des distributeurs. Donc, j'avais travaillé le référencement par rapport à cherche métier à domicile, devenir distributeur Herbalife. Elle m'a dit, là, vraiment, ça marche bien, donc je veux refaire des choses. Et du coup, suite à ce rendez-vous, je me dis, tiens, je vais aller voir un peu les statistiques du site. Et là, c'est vrai que ça m'a bluffé parce qu'elle est référencée sur au moins 160 expressions. On voit tout le trafic que ces fameux textes qu'on a refait sur les fiches a apporté sur ces produits et la visibilité que ça lui apporte. Donc là, la règle, c'est de bien dire si vous faites du e-commerce et que vous vendez des produits que vous rachetez, vous êtes revendeur, c'est très long. Et il faut avoir après, effectivement, quand même un modèle et une méthode. Mais effectivement, il faut réécrire les fiches. Il ne faut pas faire des copier-coller des fiches. C'est interdit de faire du copier-coller de texte. Voilà, donc j'ai fini au niveau des échanges que je voulais faire. Après, donc on va déborder de 5 minutes. Les dernières petites infos que je voulais vous donner, c'est comment je mesure mon retour sur investissement. Finalement, ce digital, je vais y mettre un budget. Moi, je suis concret. Un sou est un sou. Comment je mesure ça? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, au niveau… Alors, je vous ai remis la formule du ROI. Le ROI, c'est bien le retour sur investissement. Donc, effectivement, j'ai investi de l'argent, j'ai gagné une certaine somme et je le divise par l'argent investi, ça me fait un pourcentage de retour sur investissement. Et globalement, on peut se dire, ce que j'investis, combien il faut que je fasse de ventes pour que, effectivement, ça soit rentabilisé. Donc, au niveau du ROI, vous avez 3 manières un peu philosophiques d'aborder le retour sur investissement dans le digital. Si vous êtes intéressé, pour info, je pourrais vous envoyer le lien. J'avais fait un gros article de blog il y a 3 ans dessus. Alors, il y a ce que j'appelle le coût d'opportunité. C'est quoi? En fin de compte, je fais partie d'un secteur d'activité. Le bâtiment, les gouttières alu, la vente de poulets, la gestion de patrimoine. Je vais aller chercher sur le net et dans mon syndicat des informations pour arriver à trouver, à faire une estimation quel est le chiffre d'affaires dans mon secteur d'activité en ce moment qui se fait en digital. Un exemple concret, j'ai un projet, je me dis je vais ouvrir une boutique de meubles. Je suis fabricant de meubles, j'ai ma boutique de meubles en bois, je suis un ébéniste reconnu. Et pourquoi est-ce que je ne vendrais pas quelques produits sur mon site? Je dois pouvoir trouver, par le biais du syndicat du meuble, il vous dit, aujourd'hui, le e-commerce représente tant de pourcentage de l'activité totale. Donc après, c'est facile à faire. Aujourd'hui, je ne fais pas de e-commerce, j'ai un chiffre d'affaires. C'est quoi le potentiel de chiffre d'affaires que je pourrais aller chercher avec une e-boutique? Après, c'est sûr que vous avez des métiers, il n'y a pas de vente en digital. Alors, j'ai du mal à trouver les chiffres. Là, en fin de compte, je reprends mon fameux tableau de la séance 1 qui est effectivement le parcours client. Et au niveau des étapes clients, il faut que j'estime, notamment sur les premières étapes de prise d'information ou sur ce qui concerne la recommandation quand on parle de moi dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est une part importante ou pas? Donc, j'ai peut-être intérêt à dégager du budget pour renforcer mon digital. Ça, c'est une vision un peu particulière par rapport au coût d'opportunité. Après, il y a effectivement ce qu'on appelle les valeurs immatérielles. Et notamment, ça fait référence aux réseaux sociaux et à ce qu'on appelle le ROA, le retour sur l'attention dégagée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, c'est un facteur de notoriété, c'est en fin de compte un facteur qui prépare la vente. On est d'accord? Donc, effectivement, je vais regarder par rapport à certaines statistiques que je peux avoir sur les réseaux sociaux,
comment augmente ma communauté, comment interagit ma communauté avec notamment une statistique qui s'appelle le taux d'engagement. C'est un pourcentage que je peux avoir et ça me donne une indication. Est-ce que du coup, c'est important ou pas que je continue à être sur les réseaux sociaux et que je continue à investir du digital dessus? Ma notoriété grandit, ben, ça veut dire que j'aurai plus de demandes spontanées de clients et que du coup, j'aurai des potentiels de commandes. Voilà. Et après, vous avez toute la panoplie des statistiques du web marketeur qu'on appelle les performances médias. Donc, effectivement, quand on fait des campagnes, par exemple, sur les achats de mots-clés, donc achat de mots-clés, j'achète un mot-clé, j'écris une annonce publicitaire qui apparaît en haut du des résultats, l'internaute y clique et l'entreprise paie un coût au clic. Elle pourra payer pour des mots pas chers 10 centimes d'euros au clic, pour des mots chers 8, 12 euros au clic. Donc, nous, effectivement, quand le client nous demande est-ce que ça marche ou pas, ben, nous, on a voulu sortir plein de ratios. Hein. Ben, globalement, sur des achats de mots-clés, les gens qui cliquent, c'est entre 2 et 4% par rapport à la totalité des gens qui ont vu l'annonce. Donc, si moi, ma campagne que j'ai montée en tant que prestataire, elle est dans les ratios de entre 2 et 4%, ou s'il est au-dessus, parce que là, vous voyez, on a fait une campagne sur les motos, on a du 15% de clics. Et on a choisi des mots qui sont bien, qui correspondent bien à ce que fait le client, ben moi, entre guillemets, j'estime que j'ai rempli mon contrat et qu'après, ben, ce qui se passe derrière, une fois que les gens, ils appellent, ben, je maîtrise pas comment va répondre le commercial, quel sera le prix du client. Mais effectivement, on aura plein de ratios parce que le web, quand même, c'est le monde de la donnée, des statistiques. Donc, on aura beaucoup de choses qu'on peut contrôler. Donc là, ben, je sais pas du coup après si vous avez regardé ou pas les grosses présentations que j'ai préparées. Donc là, vous prendrez le temps de le lire. J'ai mis la formule du coût d'acquisition en e-commerce. Voilà, ça peut toujours intéresser les gens. Je vous ai mis un exemple de tableau Excel qu'on peut monter quand on fait des suivis de budget, des suivis de KPI sur la totalité des actions digitales qu'on fait. Voilà. Ça, c'est des choses après qu'on travaille bien sûr en formation plus poussée hein, avec les clients. Mais du coup, je vous ai mis un peu d'autres choses. Et notamment, qui peut intéresser, il ne faut pas confondre le coût d'acquisition, c'est quand le client il a passé la commande, à ce qu'on appelle le coût du lead, c'est-à-dire quand j'achète un contact. J'achète un contact, c'est-à-dire que j'achète une adresse, j'achète une fiche contact complète, mais il n'y a pas de vente. Et là, je vous ai mis effectivement des exemples de coûts d'acquisition généraux. Par exemple, dans les produits de santé cosmétiques, ça, donc on peut avoir du 40 à 70 euros. 20 cafés, c'est 15 à 40 euros. Quand j'ai trouvé un petit peu des infos, ben, je vous les ai mises pour que ça vous fasse un peu une idée. Mais effectivement, on peut trouver tout ça. Alors, c'est quoi la suite? Déjà, vous vous rappelez, je vous avais dit, reprenez le questionnaire que je vous avais posé quand vous regardez des questions sur votre site, etc. Hein, ça, c'est pas trop tout de suite. Hein. D'abord, merci. Alors, la suite pour moi. Qu'est-ce qui est important que vous regardiez? Pour ceux qui ont un site internet, vous regardez la date de création du site. Parce qu'effectivement, Google et les moteurs ont beaucoup évolué. Et à un moment, si vous avez un site qui a 8, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut vraiment vous poser la question de ses performances et peut-être qu'il est temps de refaire un site. Première chose, vous regardez la date de votre site. Deuxième chose, pour ceux qui ont des sites pas si anciens ou qui n'ont pas la volonté de changer de site, ce qu'il faut vraiment regarder aujourd'hui, c'est, j'en ai parlé dans le questionnaire, est-ce que vous êtes en HTTPS? C'est quoi HTTPS? C'est si vous regardez, donc vous allez sur votre page d'accueil, vous regardez en haut, là où vous avez l'adresse qui s'affiche. Est-ce que c'est marqué non sécurisé? Ça veut dire que vous n'êtes pas en HTTPS. Est-ce que c'est marqué sécurisé? Pourquoi c'est important de regarder ça aujourd'hui? En 2017, Google a changé l'algorithme et effectivement, pour des procédures et des sites plus sécurisés, il a demandé que le site ait un protocole sécurisé qui s'appelle le protocole HTTPS. Donc nous, chez Boostacom, depuis 2017, tous les nouveaux sites qu'on a faits, ils sont tous en HTTPS. Par contre, on a peut-être des clients de 2015 ou de 2016 qui ne sont pas en HTTPS. Ces clients-là, à l'époque, eh ben, passer en HTTPS, c'est un coût. Un coût pas si important que ça. Hein, c'est un coût de 500 euros.
À l'époque, effectivement, chaque fois que j'ai dû retravailler pour mes clients, ceux qui avaient des sites d'avant 2017, je leur ai dit, il faudrait qu'on fasse la démarche de passer au protocole HTTPS. Je poussais pas à l'achat parce qu'en 2017-2018, ça venait juste de démarrer et c'était pas encore très important dans l'algorithme de Google. Par contre, là, depuis 1 an et demi, ça a pris une importance phénoménale sur le référencement. Et je m'en aperçois parce que moi, aujourd'hui, chaque fois que je fais des changements de protocole, que je passe des sites en HTTPS, paf, le site, il monte en référencement. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il faut que vous regardiez précisément. Ensuite, ce qu'il faut vous regarder, est-ce que j'ai un blog, pas de blog? Vous n'avez pas de blog, vous mettez un blog parce que c'est le blog qui fera l'entrée pour continuer à faire votre référencement. J'ai un blog, ben, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un article. Et finalement, les articles que je fais, ben, c'était des articles qui parlent effectivement de l'actualité et de choses et d'autres. Mais est-ce que je fais des articles de référencement? Alors, et enfin, ben, mes fameuses statistiques. Est-ce que je regarde les statistiques? Est-ce que je sais les interpréter? Est-ce que je suis un peu les choses? Donc, c'est pareil, les statistiques. Nous, on fait des formations sur Google Analytics. Donc, l'entreprise, elle peut prendre en main et se dire, bah, moi, maintenant, il y a quelqu'un dans mon entreprise qui sera en responsabilité des stats et qui les sortira chaque mois et qui les regardera. Et puis après, nous, on a des contrats où on fait simplement les statistiques tous les mois, on les envoie au chef d'entreprise et on les commente. Mais avoir un outil où on a mis un budget dessus qui doit être notre commercial et qu'on ne regarde jamais pour voir ce qui se passe, c'est comme si on ne regardait pas les commerciaux et ce qu'ils font, est-ce qu'ils transforment les rendez-vous. C'est un peu pareil. Et dernière chose que vous pouvez regarder, c'est effectivement, c'est quoi ma part de mon budget total de com ou de mon budget total au niveau de mes actions? C'est quoi la part du digital? Qu'est-ce que j'investis chaque année en digital? Et est-ce qu'il n'y a pas effectivement des pourcentages à faire évoluer et à mettre un peu plus de budget sur le digital? Voilà un petit peu la feuille de route qui est importante au niveau de cette fin de conférence. Après, c'est sûr que nous, derrière, on va d'abord vous faire un petit mail pour vous faire une enquête qualité par rapport à la conférence, comme c'était les premières qu'on puisse rebondir. Nous, qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce qu'on souhaite? C'est d'abord vous former. Vous former soit en entreprise parce qu'on se dit, là, nous, maintenant, on est dimensionné pour, on est assez nombreux, on a des collaborateurs qui sont demandeurs, on va se créer un mini pôle marketing à temps partiel, donc on va former des collaborateurs, donc l'on viendra. Après, avec la ISG, le but aussi, c'est qu'on fasse des ateliers partagés à plusieurs entreprises sur des sujets précis. LinkedIn, Facebook, Analytics, de toute façon, nous, on a à peu près 40 sujets qu'on couvre, hein, voilà. Après, je me suis dit, peut-être que sur certains interlocuteurs qui ne sont pas nos clients, on peut faire des mini-audits pour qu'ils en sachent un peu plus où ils en sont. Mini-audits stratégiques, mini-audits de sites, mini-audits de réseaux sociaux. Lors d'aujourd'hui, tu as déjà les outils. Voilà moi ce que je vois qui ne va pas, voilà ce qui va. Et puis après, il y aurait ça et ça comme action à faire. Et comme ça, on ne fait pas tout de suite les actions. Et puis, on peut dire, voilà. Et puis après, bien évidemment, que nous, s'il y a de la prestation à faire qui correspond au digital, on est présent. Donc, on est une petite structure. On est 3 personnes. On fait un peu du travail de dentelle. Donc, à un moment, c'est vrai que quand on a un pipe entrant, à un moment, on a un volume de travail. Et du coup, il peut nous arriver dans l'année de plus trop prendre de travail parce qu'on sait que déjà, tout ce qu'on a pris, le temps qu'on va y passer, comment on veut faire les choses, on n'en prend pas de nouveau. Ça arrive, mais bon, on essaie quand même de répondre aux demandes et comme on est 3 maintenant, on a quand même plus de souplesse. Mais c'est sûr que faire des conférences, faire des formations, ça sous-entend que des fois, mes clients, on va travailler à plusieurs sur le client. Et puis, il y a vraiment cette notion, c'est pas des clients. En fin de compte, nous, on doit se voir comme des salariés externalisés. Parce que le travail qu'on fait, c'est bien pour de la valeur de l'entreprise. Donc, on doit être lié avec vos commerciaux. On doit avoir un esprit d'équipe. On ne doit pas avoir l'esprit de prestataire. C'est un peu comme ça qu'on envisage les choses et c'est pour ça aussi que ça doit marcher comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas trop 10 minutes. Pas mal. Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez poser? Voilà, comprendre.
voilà, qu'on prenne quand même congé correctement. Pas de questions? C'est ouvert ou pas là? Oui, Bon, là, immédiatement, rien de plus. Hein. Donc, merci Cécile. j'en prie, Donc, Hervé, merci. Hein. Donc, je suis allée voir Hervé plusieurs fois. Donc, ouais, du coup, ces derniers jours. Ouais. Et, non, non, donc, ces 3 interventions très, très intéressantes. Et on se rend compte qu'on a beaucoup à faire. Voilà. bah, En tout cas, du côté de… c'est positif si on arrive et qu'on dit ben là tout est bien mais ça rend pas ce que ça doit donner, ben on se dit ça va être compliqué pour améliorer les choses s'ils font déjà tout bien et qu'ils sont pas contents des résultats. Mais normalement c'est vrai que l'optimisation, bon après c'est pas une science exacte hein, mais en général Non, mais, si on fait tout pour on y arrive. c'est comme tout, donc il faut une bonne connaissance et puis être assez malin, enfin, je vois comme vous l'avez été avec le revendeur d'Herbalife, des choses comme ça. Donc, Voilà. il faut avoir une bonne expertise de comment fonctionne tout le web derrière là, et pour justement utiliser, comme je viens de le dire, être malin pour contourner un petit peu les difficultés que l'on pourrait avoir face à des gros, Oui. des Et choses puis, comme ça. et puis c'est vrai que c'est un métier de remise en question régulière, parce qu'en fin de compte, notamment, j'ai eu un client là, la semaine dernière, il vient s'associer, une jolie boîte, déjà 4 millions d'euros, il me dit Cécile, viens parler à mon associé parce qu'il est contre la com, et moi je suis pour la com, donc je vais faire un rendez-vous tous les deux. Donc j'arrive, et le gars en fin de compte, c'est dans le secteur automobile, il travaille qu'avec le Bon Coin et les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que vous confiez le destin de votre entreprise à des tiers, à savoir Facebook et Le Bon Coin, qui peuvent changer leurs conditions commerciales, changer leur algorithme du jour au lendemain, et derrière, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Parce qu'effectivement, en 2003, Facebook a changé la donne et il y a des boîtes qui ont fermé. Parce qu'elles avaient bâti tout leur modèle commercial là-dessus. Donc, effectivement, c'est des choses comme ça auxquelles on est confrontés. Après, ben, nous, c'est normal qu'on en soit convaincus parce que c'est notre métier, notre passion. Mais après, c'est concret aussi ce qu'on a derrière. Merci bien à tous. Il est temps d'aller travailler. Hein, Oui, on a merci. du boulot. Bonne continuation à vous tous et ma foi, terminez bien la semaine et au plaisir de vous croiser. Ok, merci. À bientôt tout le monde.